Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 1er décembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Plus de 2 semaines après le meurtre de Thomas, le maire de Romans-sur-Isère, dont sont originaires les principaux suspects de l'attaque du bal à Crépol, a déclaré avoir reçu de graves menaces de mort. La maire avait multiplié les prises de parole pour dénoncer l'insécurité et le caractère raciste de cette agression. On l'écoute. Et puis, c'est monté d'un cran dans l'après-midi, où à ce moment-là, j'ai reçu un message privé sur Instagram, précisant qu'on me prévoyait une décapitation, pour faire un résumé, et que cette décapitation ferait qu'on jonglerait avec mon crâne, et que tout cela se serait fait d'ici 1 mois. Voilà. Est-ce que vous avez porté plainte? Donc c'est une véritable menace de mort. Vous avez porté plainte, bien évidemment, hier. Oui, j'ai porté plainte hier. Est-ce que vous avez une idée, de qui se cache derrière ces menaces? Alors, juste un élément que je ne vous ai pas donné, mais que je vais vous donner. Bien sûr, dans ces messages, je suis qualifiée de facho. Donc, j'imagine d'où ça vient. Et puis, les termes du message que l'on retrouve dans la menace de mort correspondent à des méthodes qu'on peut facilement identifier. Comment vous avez encaissé ça? Avec sang-froid. Avec sang-froid et détermination, parce que je suis tellement encouragée à dire tout haut ce que les gens pensent tout bas que je vais continuer. Et le député LFI David Guiraud porte plainte contre Éric Zemmour, l'accusant de provocation à la haine raciale. Le président de Reconquête avait déclaré en parlant du drame, je cite, « Ce sont toujours les Thomas qui tombent et ce sont toujours les Chahides qui les tuent ». Interrogé sur l'expédition punitive de militants d'ultra-droite à Romans-sur-Isère, Éric Zemmour a parlé, je cite, d'ultra-racaille et d'ultra-enfumage des médias. Et parlons maintenant d'une autre colère, celle qui s'exprime dans le milieu agricole. Environ 80 jeunes agriculteurs des Pyrénées-Atlantiques ont organisé des actions coup de poing, déversant du lisier, des pneus, du foin et des palettes devant des institutions administratives. Les agriculteurs dénoncent une administration abusive, critiquent les contraintes administratives et remettent en question le soutien de l'État. Ils expriment également leur incompréhension concernant un récent accord d'importation de produits de Nouvelle-Zélande. Et la jeune franco-israélienne Mia Shem a été libérée après avoir été prise en otage par le Hamas. Le président français a fait une déclaration de solidarité envers les otages restants. Mia Shem, âgée de 21 ans, avait été enlevée le 7 octobre par des terroristes du Hamas alors qu'elle participait au festival de musique dans le désert du Negev. Et on passe au sujet d'Anthony qui va revenir justement sur des aspects moins connus du conflit au Moyen-Orient. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Dans le tourbillon des conflits au Moyen-Orient, une voix surprenante s'élève, celle de Moussab Youssef, fils de Hassan Youssef, l'un des fondateurs du Hamas. Son appel choc à Israël pour adopter une politique ferme, allant jusqu'à demander l'élimination de son propre père, est un tournant étonnant. D'autant plus quand on sait que Moussab Youssef a grandi dans l'ombre de son père, préparé à suivre ses traces au sein de l'organisation terroriste. De son enfance en Cisjordanie jusqu'à sa transformation en informateur pour Israël, son parcours est une démonstration de la complexité et des contradictions des conflits régionaux. Car, durant son adolescence, Moussab a pris les armes contre Israël, avant d'être capturé et finalement de se ranger du côté israélien. D'après ses dires, sa décision de collaborer avec eux aurait été influencée par les traitements infligés aux traîtres du Hamas par leurs propres camarades. Ainsi, l'ancien membre du Hamas a fait défection pour devenir un espion d'Israël dans les années 90, après s'être converti au christianisme. Pendant 10 ans, il est ainsi devenu une source cruciale pour Israël, permettant l'arrestation de plusieurs dirigeants du Hamas, y compris son propre père en 2003. Maintenant que les présentations sont faites, voici ce que Youssef a déclaré au sujet du conflit entre Israël et le Hamas. Devant les Nations Unies, Moussab Youssef a déclaré que le monde devait s'unir pour lutter contre le Hamas jusqu'à son éradication.
dans l'intérêt des enfants palestiniens et israéliens. Si le Hamas n'est pas éradiqué à Gaza, nous donnons un blanc-seing aux autres groupes radicaux dans le monde, spécialement en Europe. Alors, si Israël échoue à Gaza, nous tous serons les prochains. Et mardi 28 novembre, Youssef a également mis en garde contre l'échange de prisonniers dangereux contre des otages. Le Hamas doit disposer d'un délai d'1 mois, de 2 mois ou de 6 mois pour rendre les otages. Et s'il ne rend pas les otages dans le temps imparti, Israël doit exécuter les principaux dirigeants du Hamas en prison, en particulier les meurtriers de masse. Et quand je dis exécuter les principaux dirigeants du Hamas, je n'entends aucune exception. Cela inclut mon propre père, le cofondateur du mouvement du Hamas. Dans cette guerre, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de différence entre l'aile militaire et l'aile politique. Ils sont tous complices. Il a également déclaré avoir commis une erreur en sauvant la vie de son père à plusieurs reprises et que la tête du serpent du Hamas ne se trouve pas au Qatar, mais dans les prisons israéliennes. C'est là que son père, Hassan Youssef, l'un des fondateurs du Hamas, est emprisonné. Moussab Youssef, maintenant éloigné de l'arène politique directe, continue d'influencer le discours mondial sur l'islamisme radical. Son appel à éliminer son père, figure clé du Hamas, et sa rupture radicale avec son passé indiquent un point de non-retour dans son engagement personnel. Sa vie, entre trahison, rédemption et quête de paix, reste un témoignage puissant des complexités humaines au cœur des conflits géopolitiques. Et ce cas exceptionnel nous pousse aussi à réfléchir sur l'impact des choix individuels dans le cadre de conflits historiques. Car, en tant qu'ancien membre influent du Hamas, son témoignage et ses prises de position ont un impact significatif sur la perception publique de ce conflit. Alors, quelles seront les répercussions de sa prise de parole au sein du Hamas et parmi les communautés palestiniennes? Comment Israël réagira-t-il face à cette déclaration explosive? Quant à Moussab, la suite de son histoire reste incertaine. Mais une chose est sûre, il continuera d'être une figure controversée et influente dans le discours sur le Moyen-Orient. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Et on reste au Moyen-Orient avec une roquette qui a été tirée ce matin, 1 heure avant la fin officielle de la trêve, depuis la bande de Gaza sur Israël. Les combats ont donc repris avec des frappes aériennes et des tirs d'artillerie israéliens sur la ville de Gaza et sur Rafah, qui ont éliminé 6 terroristes du Hamas. Cette information a été confirmée par le ministère de la Santé du Hamas. Et de son côté, le Premier ministre israélien a déclaré que l'organisation terroriste Hamas-Daesh avait violé l'accord en ne libérant pas toutes les femmes kidnappées et en lançant des roquettes sur les citoyens d'Israël. Il a également déclaré que le gouvernement israélien était déterminé à atteindre ses objectifs, à savoir libérer les otages, détruire le Hamas et garantir que Gaza ne constitue plus jamais une menace pour les résidents d'Israël. Et parlons maintenant du Japon. Le Japon qui a inauguré aujourd'hui un réacteur expérimental de fusion nucléaire. Le projet se fait en partenariat avec un programme français qui utilise une technologie magnétique pour confiner le plasma nécessaire à la fusion nucléaire. Les accords entre le Japon et l'Union européenne datent de 2007 et le projet devait aboutir originellement en 2025, mais il a pris du retard et l'énergie potentiellement produite ne sera sans doute pas exploitable avant de longues années. Et en raison de problèmes de santé, le pape François a dû annuler sa participation à la COP28, une conférence sur le climat à Dubaï. Malgré une amélioration de son état clinique, il ne pourra pas se rendre à Dubaï. Il a récemment souffert d'une inflammation des poumons et a dû annuler certaines activités. La possibilité d'une renonciation évoquée auparavant par le pape suscite des spéculations, bien qu'il ait affirmé que le ministère papal est à vie.
Et on passe maintenant aux actualités sur la Chine avec Vladia qui va revenir sur l'épidémie. Vladia, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais d'abord vous parler des épidémies en Chine et dans le monde, et ensuite je vous parlerai des enfants de Chine continentale. Une vague de pneumonie à mycoplasme déferle sur la Chine. Les hôpitaux pour enfants de toute la Chine sont débordés. Un hôpital de Tianjin accueille 10 000 patients par jour. Certaines équipes médicales ont reçu l'ordre de travailler 24 heures sur 24 pour faire face à ce pic. Des pays comme la France et les Pays-Bas signalent également une augmentation des cas de pneumonie. Aux États-Unis, 11 États ont enregistré une augmentation du nombre d'hospitalisations dues au Covid-19. Les voisins de la Chine sont aussi sur le qui-vive. L'Inde réévalue ses ressources médicales. Elle prend des mesures pour s'assurer que les professionnels de la santé disposent de suffisamment de fournitures au cas où une épidémie similaire se produirait sur son propre territoire. Le Vietnam a demandé à l'OMS plus d'informations sur l'épidémie chinoise. Taïwan a également placé ses aéroports en état d'alerte, invitant les voyageurs en provenance de Chine continentale à consulter un médecin s'ils présentent des symptômes. Revenons à la Chine. Quelle est la gravité de l'épidémie dans ce pays? On n'en sait rien. Le régime affirme qu'il n'y a pas de nouvel agent pathogène. Mais il y a peut-être plus que ça. NTD a appris que Pékin a ordonné à ses hauts fonctionnaires de minimiser l'épidémie actuelle et d'éviter d'utiliser le terme Covid-19. Pékin a l'habitude de supprimer les informations médicales. Lorsque les autorités ont découvert le Covid-19 en 2019, elles ont réduit au silence les médecins qui tentaient d'avertir leurs collègues. Lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté pour la première fois à Wuhan, il y a environ 3 ans, la ville a enregistré un nombre important de décès. À l'époque, les autorités ont interrompu les vols intérieurs à destination et en provenance de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie. Mais des millions de Chinois continuaient à voyager à l'étranger, transportant sans le savoir le virus avec eux. Maintenant, voici un aperçu de la manière dont la Chine lutte contre l'épidémie. Des enfants chinois avec des perfusions intraveineuses dans un bras et faisant leur devoir avec l'autre. Cette scène étrange est en train de devenir courante dans tout le pays. La mystérieuse pneumonie pose un nouveau problème aux enfants en âge d'aller à l'école, concilier leur programme de traitement médical et leurs études. Pour y remédier, les hôpitaux de toute la Chine ont mis en place des espaces de travail. Regardez cette photo, on dirait une école, mais il s'agit en fait d'une clinique de Wuhan. Les enfants remplissent le hall d'entrée avec des bureaux et des chaises pour étudier. Dans la grande ville portuaire de Nanjing, cet hôpital pour enfants a également créé un espace de travail. La capitale de la Chine, Pékin, et le grand centre d'affaires de Tianjin sont confrontés à des défis similaires. Des milliers d'enfants malades attendent un traitement et étudient. Des gens ont critiqué le fait de ne pas laisser ces enfants se reposer. Et malheureusement, une tragédie a déjà frappé. Un étudiant de 15 ans aurait sauté d'un immeuble, accablé par le stress de l'école et de la maladie. Dans le même temps, les parents chinois se plaignent de la pression exercée par le système éducatif chinois, affirmant qu'ils n'ont pas d'autre choix que de pousser leurs enfants à travailler. En réponse, les autorités de Pékin ont déclaré qu'il n'était pas conseillé aux élèves malades d'étudier pendant leur convalescence. L'exemple de la Chine et de la France sont intéressants d'ailleurs, en termes d'éducation, mais pas que. En Chine, vous avez un autoritarisme et une compétition malsaine au service du développement voulu par le gouvernement. En France, vous avez un laxisme total en termes d'éducation et de justice, mais une autre forme de contrôle, deux faces d'une même pièce en réalité. Merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia, et on conclut cette édition avec un conseil de santé. Dans le précieux texte tiré de la culture traditionnelle chinoise intitulé « Classique de l'empereur jaune sur la médecine interne », il est dit que si le sang et l'énergie vitale ne sont pas équilibrés, cela peut causer une mauvaise santé. Or, de nombreux aliments d'origine végétale sont d'excellents toniques sanguins. 7 aliments sont recommandés pour leur capacité à agir comme tonique sanguin efficace. Il s'agit du raisin, de la courge, des épinards, de la canne à sucre, du longan, des dattes rouges et de la carotte. Chacun de ces aliments est riche en différents nutriments et vitamines bénéfiques pour la reconstitution du sang et le renforcement de l'énergie vitale. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, excellent week-end, à lundi.